bonsoir, nous sommes le mercredi 25 février et voici les titres de ce journal. Dans l'actualité d'abord, le Mexique en plein chaos après la mort du chef de l'un des plus gros cartels du pays. Des scènes de violence ont éclaté dans le pays entier. Nous irons ensuite sur la Côte d'Azur pour faire un rapide tour d'horizon de l'actualité locale. Ensuite, retour sur une véritable supercherie dans le Doubs où un professeur d'université est accusé de s'être inventé un faux prix Nobel. Autre actualité, plus de 4 ans après le début de l'invasion russe, la guerre en Ukraine se poursuit. L'Union européenne entendait afficher un front uni en annonçant de nouvelles sanctions contre Moscou, mais la Hongrie s'y oppose, nous verrons pourquoi. Colonnes de fumée, blocus routiers, attaques d'hôpitaux, incendies de commerce, échanges de tirs aux aéroports, État qui passe en alerte maximum, habitants qui sont appelés à ne plus sortir de chez eux ou encore fermeture d'écoles et d'administrations. Depuis 3 jours, le Mexique est plongé dans un chaos sans précédent. La raison ? Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, à la tête du surpuissant et violent cartel Jalisco Nueva Generación, a été neutralisé lors d'une opération fédérale et militaire menée par les autorités mexicaines à Tapalpa, chef historique du cartel à l'ouest du pays. Une opération appuyée par l'aide de son voisin, les États-Unis. Oui. Pour neutraliser l'un des hommes les plus recherchés au monde, le Mexique a pu compter sur l'aide des États-Unis. Ces dernières semaines, les services de renseignement ont fourni aux autorités mexicaines de nombreuses informations pour localiser El Mencho. Le département de la justice américaine avait même proposé une récompense de 15 millions de dollars pour sa capture, une aide déterminante qui s'inscrit dans la politique menée par l'administration Trump, qui fait de la lutte contre le narcotrafic une priorité stratégique. Depuis 2025, la Maison-Blanche multiplie les actions choc, frappe contre des embarcations suspectées de trafic de drogue dans la mer des Caraïbes, renforcement de la coopération avec les services mexicains pour combattre les réseaux du narcotrafic sur son sol, ou encore le dernier grand fait marquant de ce début d'année, la capture et l'arrestation de l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé par Washington de narcoterrorisme. Mais comment expliquer une telle flambée de violence dans le pays ? Eh bien, depuis l'arrestation du baron de la drogue, El Chapo, il y a 10 ans, El Mencho était devenu la figure centrale du crime organisé au Mexique et à l'international. À la tête d'un cartel qui compterait près de 20 000 membres, il incarnait une figure forte et un équilibre fragile entre les diverses organisations criminelles du pays. Aujourd'hui, cette stabilité est bouleversée et les guerres internes pour lui succéder sont violentes et font rage. Ces dernières heures, le gouverneur de l'État du Jalisco, Pablo Lemus, s'est exprimé sur la situation, appelant à la plus grande vigilance, déclenchant même le code rouge pour coordonner les actions de toutes les agences de sécurité locales. Dans le même temps, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, parle de victoire face à la cruauté et à la violence, appelant un retour au calme, mais reste à savoir si ce coup porté au crime organisé marquera un véritable tournant ou le début d'une nouvelle spirale sanglante pour le pays. Merci Mégane, on passe maintenant à la page locale. La liste éco-citoyenne Divergent menée par Jean-Claude Waïd annonce qu'elle se retire de la course municipale à Nice. Dans un communiqué publié hier, le candidat indique jeter l'éponge. Il apporte son soutien à Jean-Marc Governatori, devenu colistier d'Éric Ciotti. Toujours dans la course à la mairie de Nice, Nathalie Djouski, candidate souverainiste, affirme qu'il lui manque encore 59 colistiers pour pouvoir se présenter aux élections. Elle lance un appel aux Niçois pour la rejoindre, mais exclut clairement la gauche. Si elle ne parvient pas à compléter sa liste, elle indique qu'elle ne donnera aucune consigne de vote. Attention, si vous êtes allergique maintenant, à Nice, toujours, l'indice de risque pollinique qui est très élevé a été donc déclenché cette semaine. Après plusieurs semaines d'humidité, le retour d'un temps sec et du vent favorise la dispersion des pollens sur la Côte d'Azur. L'Observatoire de la qualité de l'air Atmosud signale une forte concentration de pollen en cette fin de mois de février. Passons maintenant à la page nationale. Il y a du changement à la tête du Louvre. La présidente du musée, Laurence Descartes, a remis sa démission à Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a accepté, saluant un acte de responsabilité. La dirigeante était vivement critiquée, fragilisée depuis le cambriolage du 19 octobre 2025. Son audition devant la commission d'enquête parlementaire prévue aujourd'hui avait été annulée. Laurence Descartes évoque une décision personnelle, estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour poursuivre sa mission à la tête du musée d'art le plus fréquenté au monde. C'est le président du château de Versailles, Christophe Léribaud, qui est pressenti pour lui succéder. Un professeur respecté, une médaille prestigieuse, une cérémonie à l'Assemblée nationale. En 2016, Florent Montaclair présente sa médaille d'or de la philologie. Une distinction qui n'existe pas, mais à laquelle tout le monde ou presque a cru, Chloé Robin.
Un professeur de lettres de l'université de Besançon est à l'origine de cette supercherie. Il s'est inventé la médaille d'or de la philologie. L'homme de 55 ans a manqué de peu sa carrière d'acteur. Bon, il a fini par être démasqué. Son mensonge fabriqué de toutes pièces avait tout ou presque pour être crédible. En 2016, il présente cette récompense comme un prix Nobel. La même année, cette médaille lui a permis de bénéficier d'une cérémonie d'hommage à l'Assemblée nationale en présence de l'ancien ministre Pierre Joxe. Comme quoi, tout le monde s'est fait berner par ce faux prix Nobel. Savez-vous de qui viennent les premiers soupçons, Victorien ? Non, mais vous allez me le dire, Chloé. Il s'agit non pas de journalistes français, mais bien de journalistes roumains qui, dès 2019, ont eu des doutes sur l'authenticité du titre, car l'organisme Société internationale de philologie n'existe pas. Bizarrement, seuls les 2 lauréats sont encore vivants et le second n'a aucun souvenir de la breloque. Une autre erreur est présente sur le site au niveau de l'orthographe d'un linguiste allemand, leur mettant définitivement la puce à l'oreille sur l'authenticité de la récompense. Laurent Montaclar risque dans un premier temps une suspension administrative, vu qu'il aurait également falsifié ses diplômes. On a affaire à un expert. Ensuite, tout s'accélère. Le 11 février, l'homme fait l'objet d'une perquisition. Il est placé en garde à vue et auditionné dans la foulée par le magistrat. Hier, le procureur de Montbéliard, Paul-Édouard Laloy, a ouvert une enquête pour faux, usage de faux, escroquerie et usurpation de titres. Et comment s'est-il procuré la médaille ? Eh bien, le faussaire a reconnu l'avoir commandé lui-même à un joaillier pour 250 €. Ce dernier réfute les accusations de faux. Il estime que la médaille d'or de la philologie n'existe pas, donc il ne s'agit pas de faux. L'escroquerie pourra en revanche être caractérisée si la médaille a une incidence sur son parcours professionnel, a précisé le procureur. La seule récompense qu'il a obtenue est la vraie médaille d'honneur de la ville de Montbéliard, qui risque de lui être retirée, d'autant plus qu'il aurait falsifié son doctorat. Bizarrement, l'université de l'US, dans le nord-ouest des États-Unis, héberge la Société internationale de philologie. Une drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas ? Merci Chloé. Et 294 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Après les importantes crues qui ont touché l'ouest de la France ces 2 dernières semaines, Sébastien Lecornu a annoncé que 294 communes bénéficieront du régime de catastrophe naturelle, 63 dans le Lot-et-Garonne, 77 en Maine-et-Loire et 91 en Gironde. Malgré la fin de la série record de 40 jours de pluie consécutifs, les crues ne sont pas totalement terminées. L'eau continue de baisser doucement, laissant espérer un retour progressif à la normale dans certaines zones sinistrées. Place désormais à la page internationale. 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne voulait afficher un soutien fort à Kiev, avec de nouvelles sanctions contre Moscou et un prêt de 90 milliards d'euros. Mais la Hongrie bloque, en cause un différend énergétique autour d'un oléoduc stratégique et un veto brandi par Viktor Orban à Bruxelles. Une décision qui fragilise l'unité des 27, Léa Canet. À Bruxelles, tout était prêt. 4 ans après le début de l'invasion russe, les dirigeants de l'Union européenne devaient afficher un soutien clair et concret à Kiev. Le déplacement d'Ursula von der Leyen et d'Antonio Costa se voulait symbolique, mais il devait surtout s'accompagner de mesures fortes, un 20e paquet de sanctions contre Moscou et un prêt de 90 milliards d'euros destiné à financer l'effort de défense ukrainien. Sur le papier, l'unité semblait acquise. Mais cette unité s'est fissurée au dernier moment. La Hongrie a décidé de bloquer. Son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a annoncé que Budapest opposerait son veto aux nouvelles sanctions et menace également d'empêcher le déblocage du prêt européen. Dans l'Union, certaines décisions clés, notamment budgétaires, exigent l'unanimité. Un seul État peut donc tout arrêter. Au cœur du bras de fer, l'énergie, plus précisément l'oléoduc Druzhba qui relie la Russie à l'Europe centrale. À l'arrêt depuis fin janvier, après les dégâts liés au combat en Ukraine, il prive la Hongrie d'une partie de son approvisionnement en pétrole. Budapest accuse Kiev de retarder volontairement les réparations. Les autorités ukrainiennes démentent et rappellent que chaque baril de pétrole russe exporté contribue à financer l'effort de guerre du Kremlin. L'an dernier, plus de 90% des importations énergétiques hongroises provenaient encore de Russie, une dépendance que la plupart des autres États membres ont progressivement réduite. La tension est donc autant politique qu'énergétique. Tout à fait. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, en campagne avant des élections législatives prévues en avril, est accusé par Kiev d'instrumentaliser la crise. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiha, appelle Budapest à ne pas mêler l'Ukraine au débat politique intérieur hongroise.
Plusieurs capitales européennes de Berlin à Varsovie ont exprimé leur incompréhension, voire leur exaspération. Au-delà du différend énergétique, c'est la crédibilité européenne qui est en jeu. 4 ans après le début de la guerre, l'Union veut apparaître comme un soutien indéfectible de l'Ukraine, mais cet épisode rappelle sa fragilité structurelle. Tant que l'unanimité reste la règle sur les dossiers stratégiques, l'unité politique peut être mise à mal par un seul veto. Sur le front diplomatique, la guerre d'usure se joue aussi dans ses équilibres internes et pour Kiev, chaque retard, chaque hésitation compte autant que les décisions prises sur le terrain militaire. Merci Léa. Et à présent, un accord sur le nucléaire qui est à portée de main entre États-Unis et Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mardi qu'un accord avec Washington était possible avant la nouvelle session de pourparlers prévue jeudi à Genève sous forte pression militaire américaine. En parallèle, le gouvernement iranien a averti les étudiants qui ont repris les manifestations après la répression sanglante de janvier. La porte-parole du gouvernement a rappelé les lignes rouges à ne pas franchir, notamment concernant les lieux sacrés et les symboles nationaux. Les rassemblements limités aux grandes universités ont été marqués par des slogans anti-régime. En Afrique, le Tchad a annoncé lundi la fermeture de sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre, en cause les incursions répétées de groupes armés liés à la guerre au Soudan. Un conflit qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déraciné jusqu'à 14 millions de personnes, dont près d'1 million au Tchad, dans ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde. Au Brésil, au moins 29 personnes sont mortes et une quarantaine sont portées disparues après les pluies torrentielles qui ont ravagé le sud-est du pays. La sortie de lit de la rivière Paraíba entraîne inondations et glissements de terrain. Les secours restent en alerte sur les berges. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité dans le monde. Il est l'heure de passer à la page sport présentée par Jules Cotalorda. Et commençons avec du football. Jules, ce soir a lieu la suite des barrages retour en Ligue des Champions. Oui, avec deux équipes françaises qui s'affrontent, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le PSG s'était imposé 3-2 lors du match aller la semaine passée. Le verdict de la confrontation sera donc rendu ce soir au Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h. Le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition où il retrouvera Barcelone ou Chelsea. Les Parisiens partent largement favoris malgré l'absence d'Ousmane Dembélé, touché au mollet gauche la semaine dernière dans la Principauté. Dans les autres rencontres de la soirée, on suivra avec attention le Real Madrid-Benfica, une semaine après l'épisode de Lisbonne où Vinicius, l'attaquant madrilène, a accusé de racisme Gianluca Pastiani, l'ailier lisboète. Le joueur argentin a été suspendu par l'UEFA pour cette manche retour alors que la procédure est toujours en cours d'instruction. Côté sportif, le Real part avec une longueur d'avance après sa victoire 1-0 au Portugal grâce au but justement de Vinicius. Et parlons handball désormais avec l'équipe de France masculine qui a connu hier une journée très mouvementée. Oui, Guillaume Gilles, sélectionneur des Bleus depuis 2020, a décidé de quitter son poste d'entraîneur. L'équipe de France restait sur des compétitions décevantes. La dernière en date, une élimination à l'Euro, début janvier avant même les demi-finales. Guillaume Gilles parle d'interrogation sur son énergie et sur sa place par rapport à ce poste de sélectionneur pour expliquer son choix. Je le cite, « Par amour pour ce que cela représente, par respect pour l'institution, on ne peut pas tricher avec ce maillot, on ne peut pas se questionner sur son engagement. » L'ancien demi-centre de l'équipe de France, double champion olympique sur le terrain avec les Bleus, aura permis en tant qu'entraîneur à la France de ramener une médaille d'or des Jeux de Tokyo en 2021, ainsi qu'un titre de champion d'Europe en 2024 à Cologne, c'était en Allemagne. Et pour le remplacer, la fédération s'est tournée vers une légende du handball. Oui, il s'agit de Talent Douchebaev, originaire du Kirghizistan et naturalisé espagnol en 1995. L'homme de 57 ans a d'abord été un immense joueur, élu à 2 reprises meilleur handballeur de la planète, c'était en 1994 et 1996, puis sa reconversion sur le banc a été plus que réussie. 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 3 fois avec le club espagnol de la Ciudad Real et 1 fois avec Kielce, l'équipe polonaise qu'il dirige depuis 2014. Talent Douchebaev devrait d'ailleurs dans un premier temps cumuler les 2 fonctions en devenant donc le 2e sélectionneur étranger de l'histoire de l'équipe de France après l'allemand Bernard Kempa, c'était en 1958. Le premier défi pour Talent Douchebaev sera de qualifier les Bleus pour le Mondial 2027 avec une double confrontation à disputer au mois de mai face à la République tchèque. Merci Jules. On passe maintenant à la météo. La journée de demain sera ensoleillée. Il fera jusqu'à 16 degrés à Nice, 17 à Menton et même 18 à Antibes. Vendredi, quelques nuages feront l'apparition dans le ciel azuréen. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour empêcher le soleil de briller.
Samedi, le ciel sera voilé pendant la majeure partie de la journée. Il devrait faire 13 degrés à Grasse, 14 à Menton et 15 à Nice et Antibes. Enfin, dimanche, pour le premier jour du mois de mars, le temps va se dégrader. Des averses sont notamment attendues à Nice et à Grasse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, place à la nuit américaine. Merci à vous et à Jeff et Antoine à la régie. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT avec le retour de Théo Guitoni. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne soirée à tous.